Jan Berman, bonjour, Boker Tov. Bonjour à tous les éditeurs. Merci d'être avec nous ce matin et on a un certain plaisir à vous avoir aujourd'hui, non pas pour parler de missiles et de roquettes qui s'abattent sur votre localité dans le pourtour de la bande de Gaza, comme on a eu malheureusement l'occasion de le faire à plusieurs reprises il y a quelques mois, mais pour parler plutôt ce matin politique, pour parler de la campagne électorale et en particulier du parti Meretz qui a tenu ses élections primaire hier avec un très fort taux de participation, 83%, et qui a élu Ilan Gilon, le député Ilan Gilon, qui est un député, il faut bien avouer, très populaire en Israël, pour la 4e fois à la tête, on va dire, des primaires, à la seconde place derrière Tamar Zandberg, qui est la présidente du parti. Alors tout d'abord, vous êtes vous-même un militant avoué du parti, un membre du parti Meretz. Quelles leçons vous tirez de ces résultats, de ces élections primaires? Je pense que c'est vraiment tout d'abord, c'est la première fois qu'il y avait des primaires ouvertes au sein du parti. Et c'est vraiment une fête pour nous, pour la démocratie, parce que c'est vraiment 83% du taux de participation. C'est impressionnant. Ça veut dire que les militants, on était vraiment contents qu'il y a des élections ouvertes. Maintenant, la liste, moi je suis vraiment très content de la liste. On a une liste très forte, avec des gens nouveaux et aussi des anciens qui connaissent le travail parlementaire. Et je pense que c'est vraiment ça reflète bien la situation ici en Israël et la mosaïque israélienne, avec tant des minorités que des gens de la périphérie, des gens du centre. C'est vraiment une liste, si on regarde les 10 premiers. Parce qu'il faut préciser pour nos auditeurs que derrière Ilan Gilon, Michal Rosin, qui est aussi député, il y a aussi un député arabe israélien. Oui, Saoul Fred. Et il y a un député druze également. Un candidat druze qui n'est pas député encore, mais qui... Non, c'est justement ça. La 5e position, c'est ce qu'on appelle le sang nouveau. Voilà. C'est pour des gens qui n'ont jamais été élus à la Knesset, et ça c'est vraiment bien. Et donc il y a Ali Salalha. Oui, Salalha, c'est un nom un peu difficile à dire. Ouais, Salalha, et qui vient de la communauté druze. En 6e, on a Mahareta, qui est d'origine éthiopienne et qui vient du monde de l'éducation et qui est vraiment extraordinaire. Donc on a vraiment beaucoup de gens nouveaux. Il y a Avid Abouche, qui est 10e, et on espère qu'il rentrera à la Knesset. Alors justement, vous dites, on espère qu'avec la 10e place rentrer à la Knesset, on va dire les sondages jusqu'à présent n'étaient pas particulièrement favorables au parti Meretz, qui était autour du seuil d'éligibilité ou légèrement au-dessus. Il semble, en tout cas, hier, il y a eu 2 sondages qui ont donné un parti Meretz plus renforcé. Peut-être que c'est l'effet des primaires. Hier, de façon générale, les sondages montent. Les sondages donnaient 4%, 4 sièges, on va dire, au tout début. Et aujourd'hui, on est entre 6 et 7. C'est ça. Vous avez le sentiment que le parti Meretz peut se renforcer, peut-être même bien sûr. Alors, est-ce que ça ne risque pas d'être au détriment d'autres formations, comme par exemple le Parti travailliste? Écoutez, nous on appelle à l'union des forces de gauche. Oui. Le parti Meretz, c'est un parti de gauche, clairement prononcé. Ce que vous voyez, ce que l'on dit, c'est ce que vous recevez. Oui. Et donc on appelle vraiment à l'union des forces de gauche. Maintenant, Gabay, oui, lui est contre. Il est contre, lui, Gabay. Il est contre, oui, c'est dommage, parce que quand on voit la liste du Avoda, et quand on voit les plateformes respectives des 2 partis, il n'y a aucune raison qu'on ne puisse pas... Il n'y a aucune raison, même si on peut dire que le parti Meretz se pose en tout cas des questions qui sont importantes, et il y a quelques mois à peine, il n'y a pas si longtemps que cela, l'une des questions que se posaient les responsables du parti Meretz, c'était de savoir s'ils pouvaient continuer à considérer le parti comme un parti sioniste. C'est bien, c'est ça la force de Meretz, c'est qu'il y a
un réel débat et une réelle remise en question constante. Oui, mais alors la problématique, c'est qu'on a le sentiment parfois que Meretz, c'est-à-dire à force de vouloir mettre en avant, on va dire l'égalité totale pour l'ensemble de ses membres, ou en tout cas pour l'État d'Israël. Non, mais ce que vous oubliez de dire, c'est quel a été le résultat de ces discussions au sein du Meretz, c'est que le Meretz reste un parti sioniste de gauche. C'est-à-dire que nous, en tant que Meretz, on s'est posé la question, oui. Le débat est ouvert, on invite tout le monde à le faire. Pourquoi ? Parce que s'il y a un député, il y a un candidat arabe, il y a des membres arabes dans la liste Meretz, ça pose un problème au niveau du caractère sioniste de cette formation ? Non, pas du tout. Bah non. C'était quoi la problématique ? La problématique, c'était pas ça. C'est qu'appelle-t-on aujourd'hui encore alors le sionisme ? Vous savez, est-ce que ça englobe de vouloir justement tracer de frontières ? Qu'est-ce qu'on entend par sionisme ? Et c'était justement plus ça le débat qui a été médiatisé un peu différemment sur le Meretz abandonne son sionisme, pas du tout. Mais le Meretz, d'ailleurs, si vous regardez dans la plateforme et dans notre charte, le Meretz reste et un parti sioniste et le revendique comme tel. Oui, on en a débattu, oui, quel est notre sionisme, etc. Ça, on en a débattu, mais voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a des gens comme Issaoui Fredj et Ali Salalha qui peuvent se retrouver dans cette liste, parce que oui, c'est un parti sioniste et juif, mais qui a quand même des valeurs égales et une défense des citoyens et des minorités. Comment vous expliquez, vu du parti Meretz, on va dire, la désaffection, on va dire, de l'opinion publique israélienne pour la gauche israélienne, cette gauche, on va dire, idéologique, hein, celle qui était portée par le parti travailliste, par le parti qui a toujours été porté par le Meretz, ou alors par ses précédentes formations, comme le MAPAM. C'est-à-dire, il y avait un bloc extrêmement solide pendant les 30-40 premières années de l'histoire de l'État d'Israël. Et puis, ce bloc s'est effrité, on le retrouve en partie au centre. Comment vous expliquez cette désaffection de l'opinion publique pour la gauche traditionnelle et idéologique ? Je pense que, comme beaucoup de formations politiques, la gauche, après l'assassinat de Rabin, a mis du temps à sortir du choc et à se repositionner. Et vraiment, je parle ici en Israël, et donc je pense que il y a plusieurs facteurs. Il y a de ça, mais il y a aussi, faut pas oublier la chasse aux sorcières et les appels de gauche égale traite, gauche égale oui, mais ça, même, on peut dire que c'est plutôt récent. C'est plutôt récent que. C'est plutôt récent. Je peux vous montrer les posts que justement hier, sur Facebook, on me montrait un post où les gens, les récents, 2012, c'est pas si récent que ça. Ça fait quelques années que ça dure. Mais on peut pas. C'est vrai que Benjamin Netanyahou est devenu un maître en la matière aujourd'hui, juste vous parlez de Bibi, tout le monde est à gauche. Faut pas, ça va quoi. Ouais. Mais c'est vrai. Est-ce que quelque part ça a descendu à l'échelle. Il y a ça. Il y a le fait que la gauche, oui, a une crise. Et ça arrive, mais on le voit l'échec du processus d'Oslo, les refus des Palestiniens, vous les mettez aussi sur le compte de cette... Je pense que oui, la gauche israélienne a dû se remettre en question, a dû refaire... vous savez, la société change très vite et a changé. Il n'y a pas que l'aspect sécuritaire en Israël, faut pas l'oublier, il y a d'autres aspects qui sont importants aussi. Et je pense que la gauche en Israël a dû se réadapter. On le voit que c'est en train de... en tout cas, je parle du Meretz, nous, on a fait notre rétrospection en interne et on s'est repositionné. Et je pense que c'est pour ça qu'on le voit dans les sondages. Il faut oublier que le seuil d'élection a augmenté. C'est-à-dire que chaque année, on dit, voilà, on augmente le seuil et on espère que les petits partis disparaîtront, mais Meretz est toujours là.
Oui. Alors, il y a une question qui me démange et je pense que je ne suis pas le premier à vous la poser. C'est dire comment, lorsque l'on habite dans le pourtour de la bande de Gaza et que l'on est confronté, on va dire, avec le terrorisme palestinien, le Hamas, les tirs des roquettes et toute cette situation de tension permanente dans laquelle vous vivez. Et justement, je le disais tout à l'heure, nous vous avons interrogé à plusieurs reprises sous cette tension. Comment n'y a-t-il pas un paradoxe à continuer à voter pour un parti comme le parti Meretz et à être dans le pourtour de la bande de Gaza sous le coup des attaques du Hamas? Comment conciliez-vous cette aspiration de paix qui est celle du parti Meretz et d'une certaine manière la réponse que font les Palestiniens de la bande de Gaza qui se traduit en termes de roquettes, de missiles, d'entraves à la vie normale que vous voulez mener dans cette région? Mais écoutez, si vous connaissez un peu l'histoire du sionisme, vous pourrez voir que, par exemple, au début des années, lorsqu'il a fallu dire, vous voyez que les Juifs qui souffraient beaucoup d'antisémitisme et de pogrom en Ukraine et en Russie, oui. tous ces Juifs-là au Congrès sioniste ne souhaitaient pas d'autre solution qu'Israël. Ils préféraient attendre, ils ont refusé plusieurs plans, alors qu'ils souffraient le plus. Ok. Nous, ici, dans les pourtours de la bande de Gaza, si vous regardez aux dernières élections, beaucoup sont à gauche, la majorité est à gauche. Je ne parle pas peut-être de grandes villes, mais si on regarde dans Eshkol, là où moi j'habite, la majorité est à gauche. Alors qu'on souffre le plus, comme vous le dites. Et vous savez, c'est ça, mais alors... nous, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que, quelle est la solution? Quelle est la solution que propose Bibi? Alors, c'est quoi? On rentre, on prend, qu'est-ce qu'on fait? Parce que là, il n'y a rien. Il n'y a rien. Ça fait 10 ans. Mon fils, il a 7 ans, il a déjà vécu 2 guerres. On est sur la 3e. Là, je peux vous dire que moi, cette nuit, j'ai presque pas dormi. Parce que hier, ça commençait à chauffer. Ah oui. Nous, ici, on le sait, ça recommence à chauffer ici. Que propose? Ça fait 10 ans. Alors, il y a quelque chose à faire. Au moins, le Meretz, c'est clair. Oui. Alors, que propose le Meretz? Il n'y a rien à faire. On ne peut pas rester dans ce... Mais par exemple, soyons concrets, un accord avec les Palestiniens, par exemple, disons que l'on signe un accord avec Mahmoud Abbas. Est-ce qu'il représente également les Palestiniens de la bande de Gaza malheureusement, non. Malheureusement, oui, non, bien sûr, malheureusement, non, mais c'est pas. Est-ce que vous savez, c'est pas à nous de choisir. Là, je pense que effectivement, là aussi, c'est une des choses, mais c'est une des choses que mettent aussi travail pour, c'est de créer, c'est que le mouvement qui souffre à Gaza, et croyez-moi, il y en a. Il faut pas dire non, c'est pas tous des terroristes. Il y a beaucoup de gens qui souffrent à Gaza et qui seraient ravis de changer d'autorité, de changer de patron. Ok, tout le monde n'est pas Hamas ou Djihad islamique. C'est d'encourager ces gens-là à descendre dans la rue et à changer, parce que c'est pas à coup de bombe qu'on va réussir, on l'a déjà vu. À coup de bombe, on est d'accord, on ne réussit pas. Il n'y a rien à faire. Mais on voit bien, Jeanne, que les Palestiniens à Gaza, ils n'ont pas la force de descendre dans la rue pour destituer un régime comme celui du Hamas. Au contraire, il ne suffit pas beaucoup. Il suffit de 20% de la population qui descendent dans la rue. C'est 20%, il y en a plus. Mais vous voyez bien qu'on n'est pas dans un régime démocratique, on est dans un régime de terreur. C'est pour ça qu'il faut descendre. Et souvenez-vous, en Égypte, en Égypte, il n'y a pas eu tellement... C'était 13% de la population. Et ils ont renversé le gouvernement. C'est possible. C'est pas... Il n'y a rien à faire. Vous voulez quoi? Que propose la droite? C'est ça. Nous, il n'y a pas de problème ici. Mais il n'y a rien qui est fait là pour changer. Et donc, on sait qu'on va droit au mur. On va droit à la 4e guerre, là, ici. En 12 ans. 4e guerre. C'est... là, le dire, il n'y a rien à faire, c'est pas vrai. Il y a à faire, il y a quelque chose à faire. Il y a beaucoup de pays arabes qui sont prêts à intervenir aussi, si c'est l'Égypte ou l'Arabie Saoudite, etc. Il y a à faire. Il n'y a pas à dire... mais ça ne va pas... On le fait déjà, vous savez. Ça ne va pas radicalement changer tous les jours, Israël négocie, fait du business avec le Hamas. Faut arrêter ça. Mais ça ne va pas radicalement changer l'idéologie du Hamas qui est de détruire l'État d'Israël. Mais je parle pas de changer. Qui vous parle de changer l'idéologie du Hamas? Que les gens amènent que ça se passe. Mais nous personne au Meretz ne croit qu'on va changer le Hamas. Par contre, on essaie de changer la donne. Que les gens
à Gaza ou ailleurs ait un intérêt à changer de voie. Il n'y a rien à faire. Et que les gens qui souffrent et avec qui on pourrait construire un partenariat descendent dans la rue et reprennent les rênes des différentes villes et des différentes localités, que ce soit à Gaza ou dans la Cisjordanie. Dans l'absolu, parce qu'il en avait été question au moment du processus d'Oslo, est-ce que vous seriez par exemple prêt à un échange de terres entre l'État d'Israël souverain et les Palestiniens, qui inclurait par exemple l'attribution de terres de l'État d'Israël souverain, c'est-à-dire dans le Negev, à l'autorité palestinienne, dans la bande de Gaza, pour éventuellement se développer. Il en avait été question. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous semble réaliste? Est-ce que vous seriez prêt même à payer ce prix-là pour la paix? Mais écoutez, moi je vais vous dire, il est temps qu'Israël trace ses frontières. Parce que c'est ça la réelle question. La réelle question de la sécurité, c'est que nous, Israël n'a pas encore tracé ses frontières. Parce que de l'autre côté, on n'a pas voulu qu'il trace les frontières aussi. Non, mais pas de problème. Mais il y a un moment où il faut quand même les tracer, là. Il y a un moment où il faut quand même se définir. Nous, comme pays, on doit se définir. Alors il faut choisir. Alors se retirant du Gush Katif en 2000. On trace les frontières de façon avec des accords et avec un travail en collaboration avec les Palestiniens et avec d'autres puissances pour créer quelque chose. Soit on annexe, mais faut pas se voiler la face. On doit, nous, on pense qu'on doit créer deux États avec des frontières, diviser une partie de Jérusalem qui de facto est déjà divisée. Oui, mais non, je parlais plus particulièrement de la bande de Gaza, parce que c'est ce qui vous concerne le plus. Israël s'est retiré de Gaza. Si c'est le prix à payer, et qu'on doit se séparer de quelques kilomètres carrés, etc., et aller ailleurs, on ira ailleurs. Vous savez, moi je travaille ici chez des gens qui sont sortis du Sinaï, exactement. Tout est Napsor, par exemple, moi je suis avec Napsor ici à Eshkol, c'est des gens qui sont sortis du Sinaï. J'habite en faisant avec des gens à desquels c'est aussi, tout le Pinot Yamit, etc. Vous savez, Israël est encore assez grand. Si c'est le prix à payer et que vous savez, c'est pas juste donné, on part et voilà. Si c'est fait de façon, pour une fois, bien, avec des vrais accords, et quelque chose et une base solide pour travailler, oui, moi je suis prêt à payer ce prix et à partir. Vous savez, le Negev est encore assez grand, il y a encore beaucoup d'endroits à développer et moi je continuerai mon sionisme agricole et à travailler ma terre ailleurs, mais si c'est le prix à payer. De nouveau, je ne vais pas partir pour on le comprend. Voilà, unilatéralement, non. Eh bien, Jehan Berman, c'était très intéressant de discuter avec vous, de parler un peu d'idéologie, parce qu'il n'y a plus beaucoup de partis idéologiques dans l'échiquier politique israélien aujourd'hui, avec beaucoup de partis d'atmosphère, comme on dit ça. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin. Merci à vous. Je terminerai juste en disant que, vous savez, ça fait 20 ans que le Maître dit la même chose. Mais il ne faut pas oublier que tous les dirigeants jusqu'à présent sont arrivés aux mêmes conclusions. Hein. Si vous regardez Sharon, Olmert, Rivlin, Livni, même Bibi, Bibi le dit, 2 États. Faut quand même... Bon, eh bien, merci beaucoup encore une fois, Jehan Berman, d'avoir été avec nous, et à bientôt. Shabbat Shalom, et à bientôt. Et dans des temps sereins. Merci beaucoup. Amen.